Le 8 mars, journée internationale de la femme, le président de la République est venu ce matin accompagner les Maliennes pour la cérémonie de lancement des activités. C'était au Palais de la Culture de Bamako. Et puis, cette autre commémoration, le 8e anniversaire de la disparition de Ali Farka Touré, c'était hier 7 mars. Une journée de souvenirs marquée par plusieurs actes autour d'un thème, le mérite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le Palais de la Culture de Bamako pour les convergences ce matin des femmes. Elles étaient venues lancer les activités de commémoration de la Journée internationale de la femme, un événement qui a enregistré la présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie de son épouse, le président Ibeka, qui a saisi cette occasion pour réitérer son soutien aux femmes. Et au cours de cette cérémonie, il a reçu un trophée de l'Organisation panafricaine des femmes pour ses actions en faveur de la gente féminine. Amadou Sankari. La fête du 8 mars constitue toujours un moment privilégié pour les femmes de faire un plaidoyer auprès des décideurs, leaders d'opinion, partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est pourquoi le thème paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes a été retenu par notre pays. Ce thème est en parfaite adéquation avec l'environnement actuel où tous les leviers en termes d'initiatives gouvernementales évoluent de façon progressive vers la réconciliation nationale et le rétablissement d'une paix durable. Analphabètes, dans leur grande majorité, les femmes maliennes sont pourtant présentes dans tous les domaines. Pour la coordination des associations et organisations féminines du Mali, les femmes constituent une véritable force de proposition pour la refondation de l'État, de la consolidation de la paix et de la démocratie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous savons et nous sommes convaincus que dans votre engagement envers le Mali, vous avez vite compris que les femmes maliennes peuvent apporter beaucoup plus et mieux. C'est d'ailleurs à ce titre que nous voudrions que vous preniez la décision courageuse face aux hommes et à l'histoire de nous remettre dans notre rôle d'actrice de paix, de cohésion sociale, pour que nous puissions nous sentir citoyennes à part entière de cette nation que nous avons toujours défendue avec loyauté. Les femmes maliennes disent oui pour la paix, oui pour la réconciliation, mais non pour l'impunité. Je ne suis pas un homme de l'impunité. Mais souvenons-nous, chers amis, nous avons signé ce qu'on appelle les accords de Ouagadougou. qu'Ibeka n'a pas signé, mais qui s'impose à Ibeka, chef de l'État du Mali, la continuité de l'État. Dans ce cadre-là, il a été convenu que ceux de nos frères de la rébellion qui n'auraient pas de sang sur la main, qui ne seraient pas impliqués dans le narcotrafic, devraient être élargis pour qu'on avance vers la paix. J'avance vers la paix, pas vers la démagogie. Tout ce qui peut assurer au Mali la paix au dedans comme au dehors, je le ferai, sans égard pour aucune critique démagogique. Je n'en aurai jamais cure. Ce qui m'importe, c'est ce pays-là, sa présence au monde et son avenir. Et nul ne m'inquiétera de ce chemin. On sait également dans ce pays ma détermination, mon engagement à rendre justice. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. On vous rend justice. Au plan intellectuel, il n'y a aucun complexe à avoir vis-à-vis d'aucun homme. La femme malienne, depuis longtemps, est ingénieure, est professeure, est médecin, de très haute qualification. Donc, tous les arguments entendus déjà, quand on veut que dans les partis on fasse de la place aux femmes, c'est rien de lister l'antégaïne. Que de fois entendus, mais uniquement pour protéger des postes, et souvent qui seront occupés par des gens qui ne valent pas ce que valent les femmes qui ont été écartées. Pas du tout, mais pas du tout. Nous avons dit
nous tâcherons de faire en sorte que ce pays soit respecté dorénavant dans le concert des nations, dans la sous-région, dans la région, en Afrique et dans le monde. Et cela est aujourd'hui. Une délégation de l'Organisation panafricaine des femmes a fait le voyage de Bamako pour célébrer la journée aux côtés de ses sœurs du Mali, avec dans les bagages un trophée pour récompenser un homme pour ses actions en faveur des femmes. Des gens se poseront la question de savoir comment est-ce que nous venons vous honorer, Monsieur le Président de la République, alors que vous venez de prendre le pouvoir. Je voudrais expliquer que durant le cheminement de notre organisation, vous n'avez jamais cessé de nous prodiguer vos conseils et de nous guider dans nos actions. C'est ce qui explique que le 31 juillet, lors du 50e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes, nous avons décidé, toutes les femmes réunies, de vous attribuer ce prix en reconnaissance pour toutes les actions que vous avez menées en faveur des femmes du Mali et aussi en faveur des femmes africaines. Quand on vous respecte, vous nous devez à votre tour de respecter. Quand on vous honore, il sied qu'en retour vous honoriez. Je voudrais remercier toutes nos sœurs, toutes nos mères, nos filles, nos épouses, toutes celles qui ont le Mali au cœur, toutes celles qui nous ont fait qui nous sommes aujourd'hui. Car ce fauteuil présidentiel, je ne m'y serais jamais assis sans vous. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je ne suis pas en campagne. Grâce à vous, je suis élu. Et Inch'Allah pour 5 ans. Donc, ce n'est pas un candidat qui est là devant vous et qui, à la manière d'un tribun, va essayer de vous exhorter de manière démagogique. Non. Ma considération pour vous est consubstantielle à mon être. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la projection de ce film de Fatoumata Coulibaly FC de l'ORTM qui retrace le combat de Feu Sira Diop, l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation de la femme africaine en général et malienne en particulier. La Direction nationale de la promotion de la femme a saisi cette occasion pour lancer la première édition du concours intitulé « À la recherche des pionniers et pionnières bâtisseurs du Mali ». Journée internationale de la femme, déjà hier, Oxfam Mali et ses partenaires plantaient le décor avec une journée d'hommage aux femmes, un rendez-vous marqué par plusieurs activités. C'est un reportage de Al Djoumatina. Oxfam est une organisation non gouvernementale internationale qui travaille au Mali depuis 30 ans, dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la gouvernance. Ayant mis l'épanouissement des femmes au centre de ses préoccupations, Oxfam Mali n'a ménagé aucun effort à participer à la Journée internationale des femmes à travers cette cérémonie. Pour Oxfam, la participation active des citoyens et des femmes, en particulier, est essentielle pour une démocratie active. Cela va au-delà de l'exercice du droit de vote. Les femmes devraient pouvoir dialoguer avec les politiques sur leurs préoccupations. Oxfam encourage et soutient le gouvernement du Mali dans ses efforts à l'inclusion des mesures juridiques, économiques, sociales et politiques en faveur de la femme malienne. Les idées d'Oxfam et ses partenaires en vue de magnifier la femme malienne s'inscrivent dans le plan d'action gouvernemental pour la promotion d'un droit intégral pour les femmes. Des efforts conséquents ont été faits en faveur de cette action par l'ensemble de la société civile malienne, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont Oxfam. Quant au gouvernement du Mali, il veillera au suivi de cet appel d'Oxfam, tant au plan national qu'international. Plusieurs activités ont marqué l'événement, entre autres une conférence débat sur le genre, une exposition photo sur les violences faites
aux femmes. Mobilisation totale chez les femmes et à tous les niveaux. Celle de l'amicale de Orange Mali ont célébré la journée en la plaçant sous le signe de la paix et de l'unité. Nyanya El Outraoui. Les femmes d'Orange Mali, fidèles à la tradition. À chaque 8 mars, l'amicale de la structure organise un déjeuner. C'est fait pour rendre hommage aux femmes d'Orange Mali, mais particulièrement à la femme malienne. Pour la présidente de l'amicale, la femme malienne est aujourd'hui l'archétype de celle qui se bat au quotidien pour relever pas mal de défis. La femme malienne, c'est une femme déjà battante, une femme autonome qui se prend en charge et qui est là également, qui contribue au développement de la société, que ce soit le développement économique, le développement socio-culturel. La femme est là. L'opérateur des téléphonie mobiles compte aujourd'hui au Mali plus de 10 millions d'abonnés. Il se donne comme objectif de rapprocher davantage tous les Maliens. Et c'est là grâce au concours infaillible des femmes de la structure. C'est pourquoi son PDG n'a pas manqué de saluer les femmes d'Orange Mali pour leur assiduité et leur sérieux dans le travail. La présidente a quant à elle placé cette journée du 8 mars sous le signe de la cohésion au sein du service. Nous voulons montrer aux gens la cohésion sociale qui règne au sein de notre entreprise, l'entente, l'ambiance que nous les femmes on a les unes envers les autres. Notre soutien quotidien, c'est ce qu'on veut montrer aux autres femmes, d'être unies, solidaires et pour l'avancement du pays et même pour le développement de l'entreprise. Et le cinéma qui célèbre aussi les femmes avec ce titre, Les Amazones des médias, une réalisation de Maïmouna Koulibaly de Radio Benkan qui tente désormais une aventure dans le 7e art. Et dans cette première production projetée cette semaine à l'Institut français de Bamako, un sujet, le travail des femmes dans les médias. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Oumar Sagari. Je me suis sortie. J'ai eu l'idée de ce film en 2007. C'est suite à l'interview d'une des pionnières des médias au Mali, en l'occurrence Sadio Touré. Et quand je l'avais interviewée, elle m'avait fait part des difficultés qu'elle avait rencontrées dans sa vie professionnelle, pas directement liées à son environnement direct, mais à la société qui ne voyait pas d'un bon œil un homme qui osait laisser sa femme voyager en dehors du pays, à l'intérieur du pays. Donc j'ai voulu ensuite faire le parallèle avec la nouvelle génération. Et je me suis rendu compte que, en fait, le problème demeure. Ce qui a changé, c'est surtout l'accès des femmes aux organes de médias. Donc avec ce film, j'ai voulu un peu attirer l'attention de la société, essayer un peu de faire un petit plaidoyer pour les conditions socio-professionnelles des femmes de médias, parce que c'est très difficile d'être femme de médias dans notre société. Oui, des femmes dans les médias. Nous venons maintenant aux femmes dans les forces de sécurité du Mali. Un document intitulé « Évaluation de la présence du personnel féminin au sein des forces armées et de sécurité depuis 1974 » a été présenté ce matin à l'école de maintien de la paix Aloun Blondembe de Bamako. Une présentation suivie de débats portant sur les conditions de vie des femmes au sein des forces de nos défenses et de sécurité. Fademba Keita. L'étude sur l'évaluation de la présence du personnel féminin au sein des forces armées et de sécurité depuis 1974 est le fruit des enquêtes menées par un groupe de travail constitué à la fois d'experts militaires que civils. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de la prise en compte du genre en tant que concept social au sein du ministère de la Défense et des anciens combattants. Une des grandes recommandations, c'est qu'il faut que les filles travaillent, qu'elles se spécialisent. Un signe qui est très fort pour le personnel féminin. C'est comme pour vous dire, vous avez cet instrument, servez-vous-en, tirez-en ce que vous voulez, mais que ça serve la femme, que ça serve les forces armées de sécurité où nous sommes déployés. Les recommandations stipulées dans le document identifient les acquis, les défis, mais aussi les besoins spécifiques et les apports de ce personnel au sein des forces armées. Par rapport au genre, qu'on réfléchisse encore plus profondément. Et que les femmes aussi qui sont dans l'armée, qu'elles comprennent, comme on l'a dit, quand on rentre dans l'armée, on rentre dans un carcan. On ne peut pas rentrer dans l'armée comme on rentre dans le marché. Il y a des comportements qu'il faut avoir, il y a des tenues qu'il faut avoir et qu'elles soient à la hauteur parce que les combats qu'on a fait pour elles, il ne faut pas que ce soit des combats vains. Ces recommandations-là, il y a beaucoup qui serviront aux décideurs vraiment d'améliorer
les responsabilités de ce personnel féminin au sein des forces armées de sécurité. Selon les participantes, les orientations sur les différents aspects soulignés doivent contribuer à la valorisation des femmes porteuses d'uniformes. Ce qu'il faut noter, c'est que le personnel féminin a des compétences que le commandement doit tenir compte. Donc ce sont des qualifications dans presque beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'administration, dans le domaine de la santé, la pharmacie, la logistique. Les auteurs de ce document de plus d'une trentaine de pages en vulgarisation ont bénéficié de l'appui technique et financier du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève, partenaire privilégié du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et au chapitre des félicitations, celle des partis éléments et de l'UMRDA qui souhaite une très bonne fête à toutes les femmes du Mali et celles d'ailleurs. Et puis la presse nationale qui célèbre les femmes en consacrant des éditions spéciales au 8 mars. Nous avons l'Africaine, Journée internationale de la femme. Voilà, le magazine trimestriel, l'Africaine. Journée internationale de la femme, paix, réconciliation et autonomisation. Nous avons également le Bi-Hebdo, 26 mars, également spécial 8 mars. Les femmes des champs, des villes. Nous avons aussi le spécial 8 mars 2014, le Guido. L'hebdomadaire d'information générale, le Guido, qui parle également ici des femmes, la promotion des femmes au Mali, des documents à voir avec vous durant cette journée de commémoration du 8 mars. Autre sujet de l'actualité, servir accompagner, c'est le slogan de la Caisse malienne de sécurité sociale. Et cette caisse a l'ambition de devenir une institution de sécurité sociale moderne au Mali et dans la sous-région. C'est ce qui ressort de la 10e session budgétaire de son conseil d'administration. C'est un reportage de Mamourou Sidibé. Les administrateurs de la Caisse malienne de sécurité sociale ouvrent les travaux de cette 10e session budgétaire avec la satisfaction d'avoir exécuté les activités 2013 à souhait. D'une manière générale, au cours de l'exécution du budget 2013, les dépenses ont été maîtrisées pour une prévision de 52 775 millions de francs CFA pour assurer le paiement des pensions et le remboursement des feuilles de soins. L'exécution se chiffre à 51 976 788 857 francs CFA, soit un taux d'exécution de 98,67%. Le budget prévisionnel 2014 de la Caisse malienne de sécurité sociale s'élève en recettes et en dépenses à plus de 62 653 millions de francs CFA. Avec ce budget, la Caisse entend honorer son slogan « Servir et accompagner » en maintenant le rythme habituel. Il s'agit de la satisfaction de ses retraités, usagers et partenaires. Son ambition est encore plus grande avec le sentiment de devenir une institution de sécurité sociale moderne au Mali et dans la sous-région. Le programme national de lutte contre le paludisme, désormais renforcé par un appui de World Vision. L'organisme vient de remettre un lot de médicaments et de tests diagnostiques d'une valeur de 265 millions de francs CFA. Un acte posé hier au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un reportage de Nuhu Sissoko. Par le don de ces médicaments et de tests diagnostiques rapides pour 265 millions de francs CFA, World Vision Mali entend renforcer les capacités opérationnelles du programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit d'assurer la prévention du paludisme chez les femmes enceintes et le traitement de cette maladie chez les enfants de moins de 5 ans. Parmi les dons, vous avez du Coartem, du sulfadoxine pyrimétamine, du paracétamol et du SD-bioline test diagnostic rapide. Cette année 2014, l'organisation se prépare à contribuer à la mise en œuvre de la chimioprévention saisonnière. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'amélioration de la santé des femmes et des enfants est un axe prioritaire de la politique nationale de santé publique. Je voudrais vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour que ce don soit utilisé dans le sens que vous avez souhaité,
et que je voudrais rappeler qui correspond également à nos préoccupations en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du millénaire. World Vision appuie plusieurs secteurs dans notre pays, dont l'éducation, la nutrition, l'assainissement, la sécurité alimentaire. Permettre à Bamako de respirer à plein poumon, c'est possible, mais, parce qu'il y a un mais, à condition que la ville garde ses espaces publics. Mais voilà, aujourd'hui, le constat est amer avec ces chiffres. Il y a de cela 10 ans, le district de Bamako comptait 1759 espaces publics contre aujourd'hui 261. Une situation inacceptable pour le département de l'urbanisme et de la politique de la ville qui vient de réunir diverses sensibilités. Et c'est pour mettre en place une stratégie efficace de protection de ces lieux. Daouda Sidiki Diarra. Quelle stratégie faut-il adopter pour protéger les espaces publics? La question préoccupe aujourd'hui le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Le chef de ce département est venu expliquer aux populations de la commune 6 sa stratégie et échanger avec elles. La stratégie, en ce qui concerne la commune 6, de protéger les 43 espaces publics encore disponibles et de faire en sorte que ces espaces publics ne puissent subir aucune atteinte de quelque forme que ce soit. Nous avons 3 directions de protection. La première direction de protection, ça concerne le ministère des domaines et les autorités gouvernementales, c'est de classer ces espaces publics par décret présidentiel. La seconde stratégie de protection, c'est vous. C'est de porter à votre connaissance la liste des espaces publics de vos quartiers respectifs. Sur 1597 espaces publics auxquels comptait le district de Bamako, 367 d'entre eux ont été détournés de leur vocation. Il ne reste plus que 261 espaces dans les 6 communes, dont 43 en commune 6 qu'il faut préserver à tout prix. La responsabilité est partagée, dira le ministre, et demande à la mairie d'informer les populations par rapport à tout ce qu'elle entreprend concernant les attributions des titres fonciers. Le département a d'ores et déjà pris des dispositions pour répertorier les 43 espaces publics restants et promet que lumière sera faite sur les espaces publics qui ont été détournés de leur vocation. Désormais, offerte aux femmes la possibilité de s'informer, de faire des recherches, et cela dans plusieurs activités, par exemple, leadership féminin, dossier sur les élections, techniques de communication, une opportunité offerte par le centre de ressources du NDI qui vient de lancer ses activités, et cela avec l'appui du Royaume du Danemark. Mahamadou Doumbia. Avec le lancement d'un centre des ressources, le NDI, le National Democratic Institute, veut aider davantage les femmes dans le domaine de l'information, la formation et le renforcement des capacités des femmes et leur implication dans les activités politiques. Par l'ouverture de ce centre avec Internet, le NDI vient de connecter les femmes et les filles des partis politiques à tout le Mali, mais également à la région Afrique et au reste du monde. Honnêtement, je pense que ça a été une très bonne chose et ce centre-là, je voudrais surtout inviter les femmes leaders du Mali, responsables des partis politiques, les élus nationaux ou locaux, en tout cas à venir dans ce centre-là. Il s'agit globalement pour le NDI de mettre donc à la disposition des femmes un outil qui leur permet de consolider les acquis et de renforcer leur représentativité dans les instances de prise de décision. Grâce au partenariat développé entre le NDI et ONU Femmes Mali, à la veille des élections générales, le NDI a pu apporter une contribution significative à la tenue des élections générales en matière de mobilisation des femmes et de formation des femmes candidates. Les documentations offertes par ce centre des ressources du NDI comprennent essentiellement des ouvrages sur le leadership, les techniques de communication, les dossiers sur les élections, l'histoire politique du Mali, les connexions Internet pour des recherches au profit des femmes. En 5e région, la ville de Djenné vient d'abriter la 3e session du comité de pilotage du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué, PDI, BS. C'était sous la présidence du ministre du Développement rural.
Après examen et adoption des différents documents relatifs à la mise en œuvre des activités du programme au cours de l'année 2013, le comité de pilotage a approuvé le programme d'exécution technique et financier de l'année 2014 qui s'élève à environ 24 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Yacouba Amaïga. Pour cette troisième session du comité de pilotage du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue PDIBS, délocalisé pour la première fois à l'intérieur du pays, il a été surtout question de la revue des progrès réalisés dans l'exécution des activités et dans l'atteinte des résultats attendus par le programme depuis la session précédente. Les membres du comité de pilotage ont également examiné et approuvé le programme d'exécution technique et financière de l'année 2014 qui se chiffre à environ 24 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du programme devra nous permettre la construction du CEU de Djéné et ses ouvrages connexes, l'aménagement à Djéné de 14 000 hectares en submersion contrôlée, l'aménagement de 10 000 hectares de Bourgoutière et de 984 hectares à maîtrise totale à Sarantomo. La construction du CEU de Kourouba sur le Sankarani en aval de Selengue. La consolidation des infrastructures du périmètre irrigué de Manikoura. À la lumière des débats, le comité de pilotage a reconnu les importantes avancées enregistrées par le projet au niveau de toutes ses composantes. Cependant, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour impulser une nouvelle dynamique au PDIBS. Je réitère mes attentes par rapport à la rigueur dans la tenue des différents agendas, une meilleure coordination pour harmoniser les procédures des différents partenaires et une meilleure également rigueur dans la maîtrise des procédures, notamment le suivi des dossiers de passation de marché. Le docteur Bokari Treta a fait d'une pierre deux coups en allant à la rencontre des différents acteurs de Djéné, histoire de partager avec eux les grandes préoccupations de l'heure. Le ministre du Développement rural s'est enfin rendu sur le chantier du barrage Seuil de Djéné pour constater de visu l'état d'avancement des travaux dont le taux est estimé à 47,38% pour un délai consommé de 47,30%. Encore, l'actualité à l'intérieur du pays, à Sikasso, s'est tenue hier la 8e session de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui au développement de la filière aquacole PRODEFA. Au centre des débats, l'évaluation du plan d'action 2013 et la proposition de modification budgétaire pour 2014 au RTM Sikasso, correspondance de Daouda Djakité. Le projet d'appui au développement de la filière aquacole est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et la coopération technique belge. Cette session est essentiellement placée sous le contexte de réorientation, de réaménagement opérationnel ou financier suite aux différentes missions d'évaluation qui ont eu lieu en 2013. Malgré les difficultés liées à la crise que le Mali a connue en 2012 et qui avait causé le ralentissement des activités du PRODEFA, les partenaires semblent satisfaits des résultats après 2 ans et demi de mise en œuvre. Selon les conclusions de l'évaluation à mi-parcours, le projet est en voie d'atteindre son objectif spécifique de création de conditions favorables à l'augmentation, à la valorisation et à la commercialisation des produits aquacoles. Quant à la CTB, elle poursuivra sans relâche son appui à l'État malien dans ses choix politiques et techniques, tout en veillant à la qualité et à la probité de ses interventions. Une initiative qui mérite d'être consolidée pour faire de la pisciculture le levier de la croissance économique locale. L'année 2013 a été caractérisée par des progrès notables enregistrés par le projet, contrairement aux années précédentes qui ont connu quelques perturbations. Au nombre de ces progrès, on peut citer plus d'une soixantaine de plans d'eau à poissonner et suivis pour un cumul de 120 plans d'eau depuis 2011, soit un taux de réalisation de 52% des prévisions totales des empoisonnements. 20 tonnes de poissons récoltés dans 44 plans d'eau communautaires pêchés. Les décisions et recommandations issues de cette 8e session de la structure mixte de concertation locale devront contribuer à l'atteinte des résultats du projet d'appui au développement de la filière aquacole en 3e région. Les travaux de réhabilitation et d'équipement des infrastructures de la région de Gao viennent d'être lancés. Cette première phase d'une durée d'exécution de 60 à 120 jours coûtera à l'État malien 1,492 milliard de francs CFA.
Le maître d'ouvrage délégué AGETIP Mali s'est engagé à respecter ce délai. Correspondance Aïssata Saliou Maïga. Ces coups de pinceau des autorités régionales marquent le lancement des travaux de réhabilitation et d'équipement des infrastructures publiques de la cité des Askia. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour le retour de l'administration au nord du Mali. Pour son exécution correcte, plusieurs phases sont prévues avec des délais qui varient entre 60 et 120 jours. Le lancement de ce projet d'aujourd'hui assurera le retour de l'administration, de la paix, de la quiétude, de la cohésion sociale dans la région. Nous souhaitons que ces travaux se déroulent à la satisfaction de tous les acteurs, signe de la bonne gouvernance de la période post-crise. AGETIP Mali, nous sommes très contents que le gouvernement nous ait fait confiance pour nous confier ces travaux et nous serons à hauteur. Le coût total de cette convention signée par l'AGETIP Mali est estimé à 3,149 milliards de francs CFA sur financement du budget national. Pour cette première phase du projet, 28 lots sont concernés et 25 ont été adjugés. Quant aux 3 autres, ils ont été jugés infructueux. Malgré cet aspect, ils seront relancés dans les prochains jours. Le montant global des lots adjugés est de près d'1,4 milliard de francs CFA. Une place importante a été consacrée aux entreprises locales pour cette réhabilitation des services publics de Gao. Les travaux de la 4e rencontre banque-presse ont pris fin ce matin à Ségou. Parmi les recommandations, on retient la dynamisation du comité de suivi des travaux, l'instauration d'un concours de meilleurs articles de presse sur l'économie et les finances, l'octroi de bourses de formation aux hommes des médias de Ségou, la correspondance de Dougoufana Traoré. Ce sont une dizaine de recommandations qui ont sanctionné cette 4e édition de la rencontre entre l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et de la presse privée. Outre la redynamisation du comité de suivi et la mise en place d'un chronogramme d'exécution des différentes recommandations, les participants ont recommandé l'instauration d'un concours de meilleurs articles de presse sur la relance de l'économie et des finances, ainsi que l'organisation des séances de formation sur les mêmes thèmes à l'endroit des journalistes. L'octroi de bourses de formation aux journalistes dans le domaine de l'économie et des finances. Tout compte fait, cette 4e édition aura été une parfaite réussite. La presse se présente comme un véritable adjuvant du processus parce que les partenaires des banques ont besoin d'informations, de connaissances sur les procédures afin d'appréhender les enjeux de toutes ces choses pour mieux être vraiment de véritables acteurs. Donc quand on dit relance, ça voudrait dire qu'on va injecter l'argent et cet argent doit permettre d'avoir des résultats sur le terrain. Accompagner la presse dans la relance de l'économie malienne après la crise de 2012 et 2013 est une obligation pour les banques. Nous avons réfléchi et proposé des outils d'analyse et d'appui et d'accompagnement que les banques peuvent être amenées à proposer, n'est-ce pas, à l'ensemble de ces agents économiques, de façon à relancer leur économie, la reprise de leur activité. Et cette reprise de l'activité de ces entreprises-là, qui va créer la richesse, qui va contribuer à accroître les revenus nationaux, à combattre le chômage. Auparavant, Shahana Takiyou, vice-président du groupement patronal de la presse écrite, avait vivement salué le partenariat banque-presse. Des motions de remerciement à l'endroit des autorités de Ségou, avec à leur tête le gouverneur de région et du président de l'APBF pour son dévouement et sa clairvoyance. 7 mars 2006 et 7 mars 2014, il y a de cela 8 ans, disparaissait l'une des figures les plus emblématiques de la musique internationale, notre compatriote Ali Farka Touré. Et pour commémorer le 8e anniversaire de sa disparition, la fondation qui porte son nom a organisé hier vendredi son traditionnel hommage annuel. Un événement, plusieurs activités, un thème, le mérite. Cette année, l'innovation majeure était l'inauguration d'un monument dédié à l'artiste, une exposition photo et de ses œuvres, et bien évidemment le méga concert, la synthèse de cette journée riche et variée. Dans ce dossier signé Modibo Soirée. Voici désormais érigé au rond-point Djembé situé à Lafiabougou en plein cœur de la commune 4 du district de Bamako le monument Ali Farka Touré, une initiative de sa fondation en vue de perpétuer la mémoire et l'œuvre grandiose de cet artiste musicien qui a marqué plus d'une génération. Il ne fait aucun doute
que nous mesurons la portée d'un tel édifice dans notre commune. Et nous sommes convaincus que les autorités communales et les citoyens ne ménageront aucun effort pour son entretien. Plus qu'un bijou, l'œuvre qui est financée par Ali Farka Touré Foundation, dirigée depuis bientôt 2 mois par son fils, a coûté plus de 6 millions de francs CFA. J'adresse mes sincères remerciements aux autorités de la République du Mali pour avoir accepté l'implantation de ce monument qui fixe à jamais l'œuvre de l'artiste dans la mémoire collective des Maliens. Ali Farka Touré, de son vivant, a tout donné à son pays, à l'Afrique, à travers ses multiples œuvres musicales de par le monde. Ses amis se félicitent de ce monument grandeur nature dédié au musicien Ali, aux paysans, bref, à monsieur le maire de Niafinké. Nous avons déjà érigé un monument à la mémoire d'Ali Farka Touré dans nos cœurs. Mais il est heureux aujourd'hui que physiquement, ce monument puisse permettre à ceux qui ne l'ont pas connu et à tous les passants autour de cette place de se rappeler ce que fut ce géant de la culture malienne. D'un lieu à un autre, juste après l'inauguration de l'édifice, le public a convergé vers la galerie Médina en face de l'ESICA pour le vernissage de l'exposition photo, les œuvres musicales et autres effets personnels de Ali Farka Touré, un projet mûri par la Médina depuis 8 ans. La partie photo, évidemment, qui fait le tour, aussi bien les archives de famille, les archives de la fondation et les différents photographes qui nous ont fourni ces œuvres. Ça, c'est le côté photo. Et évidemment, il y a une partie muséale. C'est cette anticipation, c'est pour créer demain le musée Ali Farka Touré. À travers l'expo, le mérite de l'artiste est encore au rendez-vous de cette grande journée commémorative soutenue par le gouvernement du Mali. Bon, ce qui m'a marqué, c'est surtout les objets traditionnels qu'il portait. J'étais très surpris de voir qu'il avait les chaussures fabriquées par les artisans locaux, les chaussures que portaient les cavaliers, que portent toujours d'ailleurs les cavaliers au nord. Donc ce sont vraiment des objets que je reconnais, que j'ai vus à l'enfance. Et c'est aussi les 3 Grammy Awards qui constituent quand même de véritables monuments qui pourrait faire pâlir de jalousie n'importe quelle grande star du monde. Bon, vraiment, ce sont des images merveilleuses. Depuis le début, son enfance, comment tout a commencé et bon, les différents restes de son parcours, ça a été très intéressant. Après cette expo qui est ouverte jusqu'au 7 avril prochain, retour à la case départ, au monument Ali Farka Touré, cette fois-ci en soirée. Ici, les artistes avaient donné rendez-vous au public pour un méga concert en hommage à Farka. Sur le podium, une pléiade d'artistes chante et danse Ali. Oumou Sangare, Amadou Bagayoko, Baba Salah, Master Soumi, Kari Koulibaly, le groupe Amanab Kidal, Babani Kone et bien d'autres sous la houlette de Barou Diallo et Toumani Diabaté, 2 compagnons musicaux de ce grand Manitou de la musique malienne, toute génération confondue. C'est pas seulement Ali qui est célébré ici, c'est la culture malienne. Donc c'est tout le Mali. Je remercie tout le monde, je remercie les artistes qui ont fait le déplacement et même les étrangers. À travers cette série d'activités socio-culturelles, nous pouvons dire que Ali Farka Touré Foundation a gagné son pari qui est de perpétuer à jamais la mémoire et l'œuvre grandiose du triple Grammy Award Ali Farka Touré. Voilà, 8e anniversaire de la disparition de Ali Farka Touré, le triple Grammy Award. Une journée très dense, présidée par le ministre de la Culture, Bruno Maïga. Et nous restons dans la dimension culture de cette édition, l'Institut français de Bamako, qui a abrité hier un de ses plus beaux spectacles en représentation théâtrale avec la pièce du Gombo pour 2 légumes, une pièce du dramaturge togolais Alfred Dogbe, mise en scène par Fatoumata Koulibaly, dite FC du Mali, une comédie qui traite de la problématique de la succession au pouvoir. Était présent dans la salle le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de la Culture. C'est un reportage de Moussa Tidjani Kanté.
du gombo pour 2 légumes. Du gombo pour 2 légumes, une pièce théâtrale du dramaturge togolais Alfred Dobé. Une comédie traitant de l'actualité africaine marquée par toutes sortes de crises liées à l'identité et surtout ethnique, à la légitimité et au partage des biens. Du gombo pour 2 est une mise en scène de la brave Fanta Coulibaly, comédienne et metteur en scène. Un véritable défi dans un milieu où les femmes se font rares. Dans le domaine de la mise en scène au Mali, il y a un vide du côté des femmes. Donc je me suis dit qu'il est temps qu'on relève ce défi. C'est pour ça que je me suis lancé dedans. Nous avons les mêmes compétences. Donc pour moi, un metteur en scène, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Il faut que les femmes aussi s'assument. Nous avons reçu les mêmes formations. Du gombo pour 2 légumes, le Conseil des sages a désigné Borgo, le prince musicien, pour succéder à son défunt père, le chef de village de Nakoussa. Mais Derka, le frère cousin, conteste la décision et encourage vigoureusement Borgo à se consacrer à son art en compagnie de son frère et ami Tabar. Le flûtiste expatrié Borgo doit prouver qu'il est vraiment lui, c'est-à-dire le fils de son père, le vrai de sa mère et de sa patrie. Une pièce qui traite aussi un sujet d'actualité. Les comédiens, dont certains étaient vraiment des amateurs, ont bien donné. Je retiens aussi, chaque fois que je suis une pièce de théâtre, c'est plus les leçons, notre comportement dans la société. La nécessité pour la Malienne et pour le Malien d'être solidaire. Le public de l'Institut français de Bamako découvre des comédiens talentueux de la troupe Djigia, une compagnie d'acte 7. Mise en scène faite par une femme malienne, je dirais, parce que j'ai assisté à beaucoup de mises en scène faites par des femmes par ailleurs. Avec l'accompagnement dont elle bénéficie auprès des grands metteurs en scène qu'elle connaît et que je ne citerai pas ici, elle fera un bon chemin. Une pièce théâtrale à voir absolument. Voilà, du gombo pour 2 légumes, une représentation théâtrale à voir donc. C'était vendredi dernier au Centre culturel français de Bamako, l'Institut français de Bamako. Maintenant, le sport, hippisme, une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce matin à la Maison de la Presse. Au cours de la session, un nouveau bureau a vu le jour avec à sa tête Mohamed Aïdara. Témoin de cette assemblée pour l'ORTM, Abdul Karim Kaba. Voici son reportage. C'est désormais Mohamed Aïdara qui est élu à la tête de la Fédération malienne de hippisme pour un mandat de 4 ans. Avec un bureau de 23 membres et 9 présidents d'honneur, l'actuel président Aïdara et les siens l'emportent grâce au vote de 9 voix présentes sur 10 ligues que compte l'instance suprême de la course hippique. C'est sous le signe de la paix et de la réconciliation que Mohamed Aïdara place son mandat. Je voudrais ici prendre l'Assemblée à témoin. Je ferai tout ce qui est dans mes possibilités, tout ce qui est dans mes pouvoirs, de faire en sorte qu'on ait des courses dignes de ce nom ici, et que les ligues qui ont bien voulu nous mettre à la tête aujourd'hui de la fédération soient fiers de nous. Je ferai en sorte que tout le monde puisse avoir des courses normales dans sa localité et que plus jamais ce qu'on a vécu ici à Bamako, qu'on ne le revive plus jamais. Selon le nouveau président, c'est la volonté de la majorité qui a prévalu à ce rendez-vous. C'est à la demande des ligues qui ont décidé de convoquer cette assemblée extraordinaire pour pouvoir mettre en place le nouveau bureau. Normalement, le mandat du bureau, c'était le 5 décembre, mais ils avaient le droit de rester en poste jusqu'au 31 décembre 2013, c'est-à-dire à la fin de l'année civile. Les 9 ligues qui ont pris part à cette assemblée générale extraordinaire sont Kaï, Balé, Trunkumbe, Nyoro, Dili, Nara, Ségou, Bankas et Koro. Maintenant, du football avec l'AS Real qui s'est qualifié cet après-midi pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Cela malgré la défaite 0-1 face à Enyimba du Nigeria. Les Scorpions passent grâce à une attaque favorable, 2-1 à l'aller. Le résumé de cette rencontre avec Al-Juma Tina. Le match retour de l'AS Real de Bamako contre le Nigérian d'Enyimba n'a pas été facile pour les nôtres. Car c'est une équipe revancharde nigériane, enthousiaste et déterminée, que les Noirs et Blancs de Bamako vont avoir en face. Enyimba, qui devait marquer 2 buts sans encaisser pour se qualifier, va avoir l'ouverture du score de façon inespérée à la 23e minute, par Bala Zaka, dont la frappe de 27 mètres ne laisse aucune chance à Almami Sorouba.
1-0 score à la mi-temps. L'inquiétude va ainsi gagner les nombreux supporters présents au stade Omnisport, puisqu'en cas d'un deuxième but nigérian, c'est Enyimba qui se qualifie. Finalement, il y aura plus de peur que de mal, car le score restera inchangé jusqu'au coup du sifflet final. La Céréale s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, malgré la défaite. On avait en face de nous une très grande équipe, je l'ai dit avant. C'est des équipes qui ont de l'expérience et tel n'est pas le cas du Real de Bamako. Il faut que les gens comprennent. Nous avons une équipe jeune, en majorité des jeunes joueurs qui, pour la première fois, jouent le championnat national du Mali, à plus forte raison la Ligue des Champions. Malgré l'inexpérience, si on parvient à se qualifier, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Une très grande fierté pour tous les dirigeants, tous les sportifs et tous les supporters du Real. On vient de faire tomber une deuxième grande équipe d'Afrique après les phares du Rabat. Enyimba est détenteur de 4 Coupes d'Afrique, 2 Coupes de Ligue des Champions, 2 Coupes CAF. Donc c'est un grand monument du football africain. En huitième de finale, la Céréale jouera le qualifié de la rencontre Espérance sportive de Tunis, Gormaya du Kenya, prévue ce dimanche. Le club olympique de Bamako, lui, est éliminé de la Coupe de la Confédération après son nul, un but partout à Abidjan devant la SEC. Le COB avait perdu ici à Bamako par le score de 2-0. En déplacement maintenant à Khartoum, au Soudan, le stade malien de Bamako joue son avenir demain dimanche en Ligue des Champions. 16e de finale retour contre Al-Hilal. À l'aller, les Blancs de Bamako avaient été contraints au nul, 0 partout. Un sursaut d'orgueil s'impose aux hommes de l'entraîneur Pascal Janin. Avant le voyage sur Khartoum, notre reporter Selagatou Sissé a fait un tour à Sotuba. Tenu en échec 0-0 par Al-Hilal du Soudan, le stade malien de Bamako est en train de mettre en place les stratégies à appliquer à Omdurman ce dimanche. Le nul à Bamako augure un match retour ouvert et compliqué à la fois. Il n'y a plus de calcul à faire. Déjà, on a été tenu à l'échec à domicile. Donc, c'est à nous de chercher les ingrédients disponibles pour tout faire, pour faire tout pour avoir la qualification. Si on fait un match nul avec des buts marqués, on peut encore se qualifier là-bas. Et par rapport à ce qu'on a montré, même si on n'a pas fait tout le temps que des bonnes choses sur le match aller, on a quand même dominé cette équipe en ayant pas mal d'occasions. Leur gardien d'ailleurs a fait plusieurs arrêts déterminants, ce qui prouve qu'on a quand même entrepris, qu'on a tenté. Mais on n'a pas eu la réussite et souhaitons qu'au match retour, on puisse bénéficier de ce petit brin de chance. Pour voir trace d'un tel résultat pour le stade malien de Bamako en Coupe africaine à domicile, il faut remonter seulement à la campagne 2013 contre les Tunisiens de l'étoile sportive du Sahel de Sousse en Coupe de la Confédération, phase de poule, 3e journée. Au retour, les Blancs gagnaient 1-0 sur un but de Lamine Diawara. Les Blancs, habitués des rendez-vous depuis maintenant 6 ans sur la scène africaine, sauront comment s'en sortir de ce piège tendu à plusieurs niveaux. Al-Hilal du Soudan, stade malien de Bamako, coup d'envoi demain dimanche à 17h, temps universel. Coupe de la Confédération, 16e de finale retour, le Djoliba a battu à l'aller 2 buts à 1 par Don Bosco de la RD Congo qui tentera de renverser la vapeur ce dimanche au stade Modibo Keita pour accéder au 8e de finale. Comment le rouge du Djoliba AC se sont préparés pour ce rendez-vous? Élément de réponse avec Khalifa Namatraoui. Un premier match international de l'année 2014 pour le Djoliba AC à Bamako, un premier défi bien à la portée des Rouges de Bamako. Battu le week-end dernier à Lumumbashi par le cercle sportif Don Bosco, le Djoliba se doit de hausser son niveau de jeu, cela afin de réussir l'unique but nécessaire pour la qualification au prochain tour. Les atouts ne manquent pas du côté des Rouges. On a tous les avantages, on a l'avantage du public, du terrain, on va faire tout pour gagner ces matchs ici et se qualifier. On aurait pu revenir avec un nul au minimum, mais c'était l'arbitre qui a voulu que ça soit autrement. Où on a préparé l'équipe sur le plan psychologique, on a préparé aussi l'équipe sur le plan tactique. Toute l'équipe, tout le groupe est présent, et il n'y a pas de blessure, alhamdoulilah. La mobilisation est grande du côté de Hermakono afin que le club retrouve la phase de poule d'une compétition dont il a joué la finale en 2012. L'espoir est bien permis face au club dirigé par le technicien sénégalais Lamine Diaye qui possède cependant la meilleure attaque avec 16 buts de la poule B de son championnat derrière le tout-puissant Mazembe.
Djoliba, c'est de Bamako, Don Bosco de la République démocratique du Congo, coup d'envoi à 16h ce dimanche au stade de Modibo. Keita, Actu Hebdo de demain dimanche reçoit comme invité Barry Aminata Touré de la plateforme de la société civile. Elle nous parlera de la célébration de la fête du 8 mars. Point final à cette édition. Merci d'avoir suivi. Demain à 13h, vous aurez Kadidiatou Kone pour l'édition de la mi-journée. Bon week-end.